Salut à tous. Une nouvelle partie sur une database que j'avais envie d'utiliser, cette WorldDB21. Alors elle est évolutive, hein. Les notes sont pas figées par rapport à ce qu'on va voir là tout de suite. J'avais une histoire à boucler et je considérais que je l'avais pas terminée avec Sunweb. Alors quand même un petit point quand même sur les notes des uns et des autres. Je trouve que bon déjà première remarque, les notes ça m'intéresse, je les partage. Mais après, je n'ai pas vraiment envie de les commencer à les discuter, à commencer à dire que ceci n'est pas mérité ou que cela est trop sous-évalué, etc., etc. Elles sont comme elles sont. Les gens qui font la WorldDB, en l'occurrence là, pour la 21, bah, ils sont plusieurs, ils réfléchissent, ils ont leur point de vue. C'est vrai que on peut parfois trouver que certaines évolutions sont un petit peu rapides. Ce dont on s'apercevra ici ou là par la suite dans la partie, et que quelque part le départ à 82 pour certains, par exemple en montagne, va permettre une évolution un peu rapide vers le 84 ou le 85 en fonction du potentiel, et du coup ça fait des situations qui sont difficiles à gérer quand on joue contre, mais après c'est aussi un défi. Donc moi j'aime bien l'idée d'accepter les choses telles qu'elles sont, et puis de toute façon si ça nous convient pas, eh bien on n'a qu'à pas jouer avec une database. Par exemple, je trouve que Godu est un petit peu moins évalué que parfois, surtout la note d'accélération qui était un peu inférieure. Sinon on est dans les grands de l'argent, on est dans ce qu'on connaît, hein. On est sur des notes. Par exemple aussi Bernal, regardez la petite note en vallon là. Bernal a été un peu sanctionné, je dirais, hein, de certaines petites choses qu'on a vues. Kwiatkowski, très beau profil. Ganna, phénoménal en CLM, on le sait, on s'y attendait. Loïc Vlegen du côté d'Intermarché Wanty, c'est aussi le plaisir de pouvoir jouer avec des. Ah oui, Froome, il s'est quand même fait sanctionner. Froome, il s'est mangé des notes, mort de rire. C'est aussi pour avoir les nouveaux maillots. C'est facile de faire des copier-coller dans les bons dossiers avec même une ancienne database, mais c'est sympa. C'est sympa. Moi, je sais que dans mes autres carrières, le maillot Sunweb, je laisserai. Et puis, bon, c'est sûr qu'on a eu un grand remplacement. Alors, juste, voilà, du côté de la Lotto Soudal, rien de vraiment surprenant. On voit Tim Wellens quand même à 71 montagnes. C'est peut-être un petit peu faible. Philippe Gilbert, voilà, on verra, il y aura peut-être une obsolescence comme d'habitude à cause de l'âge. Du côté de la Movie Star, on peut s'intéresser aussi au profil des mecs que je vous propose dans d'autres vidéos, savoir, par exemple Garcia Cortina. Il est très bien, hein, sur le départ là, Garcia Cortina, c'est très bon à jouer là. Avec ses notes, c'est beaucoup plus facile que dans ma partie avec Movie Star. Il y a quelques points aux bons endroits qui font la diff, et puis voilà. Donc DSM, ça va être ce que je vais vous proposer. J'avais donc un vieux compte à régler avec cette team Sunweb, que je n'avais pas pu emmener jusqu'au Tour de France. Je voulais jouer un Tour de France 2017 à l'époque. Alors évidemment, le recrutement ne sera pas le même, on ne va pas réécrire la même histoire. Par contre, ce qui est clair, c'est que là, vous voyez une image qu'on identifie facilement sur les Strade Bianche. Il y a des belles classiques à jouer, c'est ce que je vais proposer dans cet épisode-là. Et puis après, il y a des grands tours assez sympathiques avec Romain Bardet et avec Jay Hindley, qui est très intéressant. Hindley, c'est normal, hein, on a vu la manière dont sur le Giro il avait surperformé. Alors peut-être que le Giro 2021 était un Giro peut-être de moindre niveau, hein, sur le plan global. Donc c'est pas faire injure aux types qui ont brillé, mais je pense que c'était un petit peu le cas. Après quand même, voilà, il prend une belle note. Romain Bardet sera très intéressant à jouer. Et puis on a une équipe là, pour ce qui va m'intéresser dans l'épisode 1, une équipe de classiques qui est formidable. Moi j'adore cette équipe. Elle est à deux têtes avec Tige Benoît et Søren Kragh Andersen. Et puis à côté on a des équipiers qui sont vraiment très forts et très agréables. Alors vous voyez qu'on va être Jean Verret, Jay Hindley, dont je parlerai très peu dans cet épisode. Jay Hindley sera missionné sur le Tour de France. Voilà. Il a toute une première partie où il y a un pic qui est organisé. Et puis ensuite, ce sera du Tour de France pour lui. Alors que Romain Bardet, en l'occurrence, j'ai avancé son premier pic pour qu'il ait un vrai deuxième pic sur le Giro.
et qu'on puisse essayer d'aller jouer un Giro avec Romain Bardet. J'aurais bien aimé jouer le Giro 2021, mais je pense que je vais choisir celui de Stylus. Voilà, c'est donc un Giro inventé par quelqu'un de la communauté, mais qui fait un excellent travail. Et donc, intéressant également. Allez, on commence. Ça va être des classiques, donc, au programme dans cet épisode-là. Je vais jouer des classiques. On va avancer relativement vite. On va aller jusqu'à Paris-Roubaix. En toute fin d'épisode, c'est Paris-Roubaix. Et on commence du côté du Omloop avec Pollitt, Lampaert, Trentin, Bettiol, etc. Donc, il n'y a pas Van Der Poel, il n'y a pas l'ami Wout van Aert, mais Tennyson le remplace parfois pas si mal que ça. Et puis de toute façon, voilà, course de début de saison, peu de monde sous pic de forme, donc avec on se retrouve avec des formes qui sont autour de 0 pour les uns ou pour les autres. Vous voyez par exemple Benoît très très mal servi, un peu blessé en plus là à ce stade. Ce qui va me retarder léger un peu son pic, mais on s'en accommode, il n'y a pas de problème. Quand on se mange une cassure ou une chute ou une crevaison en l'occurrence, il est très difficile de rentrer quand on est comme ça dans les 40-50 derniers bornes. C'est Sutterlin qui va en faire les frais sur ce coup-là, et puis voilà, on est en approche tout doucement, là dans quelques kilomètres, on va arriver au mur de Grammont. Et on sait que c'est quand même là que tout se décante. Yves Lampaert roulait à toute blinde, on va essayer de se positionner de façon à jouer. En l'occurrence ici c'est assez simple, il faut jouer pour Kragh Andersen à partir du moment où Benoît est un peu HS et donc c'est ce que je vais m'amuser à faire. On va essayer d'emmener Kragh Andersen le mieux possible. En sortie de mur de Grammont, nous sommes très très bien placés. Alberto Bettiol est là, Stefan Kung également, donc ça va être éventuellement une arrivée qui va se jouer entre ces hommes-là. On peut éliminer Benoît, je pense. Benoît qui a beaucoup donné à ce stade-là. Je vais vraiment jouer le coup pour Kragh Andersen. Et donc, surveillons. Dans la roue de Bettiol, dans la roue de Bettiol, on va surveiller comme ça ce très bon coureur dont on se souvient de la victoire sur le Tour des Flandres, qui avait un petit peu surpris tout le monde. Stefan Kung lâche dans le Bosberg. Et donc, on a ensuite une petite attaque de Bettiol, dans la roue duquel Kragh Andersen a suivi, mais Benoît s'est fait décrocher, ce qui est tout à fait logique. Voilà, donc on va rentrer tranquillement à la base. On va se mettre dans la roue des poursuivants, et on a aperçu Bob Jungels notamment. Et donc ici, jouer le coup à fond avec Kragh Andersen. Quelque part, l'avance, là c'est sur un plateau. On me l'offre sur un plateau, ce Omloop, puisque à partir du moment où il y avait un écart suffisant, j'ai pu garder la roue de Bettiol, qui en plus s'est consommée en voulant lâcher Kragh Andersen. Dès lors, le contre ou le sprint anticipé, pourrait-on dire, va être relativement aisé. Donc ça commence par une première victoire qui n'est pas très difficile à obtenir. C'est Stybar également qui était parmi les poursuivants, mais on sait que Jungels n'est plus chez De Koning Quick-Step, donc il n'était pas coéquipier. Un certain nombre de favoris potentiels, dont par exemple Nils Pollitt ou Yves Lampaert, se seront probablement consommés un peu trop tôt et n'auront pas été bien positionnés par l'IA dans le mur de Grammont. Enfin, 3 petits points, on la connaît un peu l'histoire. Allez, on passe au Strade Bianche environ une semaine plus tard. Strade Bianche où enfin Tiesj Benoot va un peu mieux. Par contre, c'est Sutterlin qui est touché. Il est touché, une petite maladie là, c'est pas non plus très très grave, mais bon, c'est quand même un peu impactant pour lui. Van Der Poel est là, Sagan est là, Fuglsang est là, Stuyven est là, c'est-à-dire qu'on a du beau monde, du très beau monde présent ici, et on pourrait quand même toujours s'amuser de ce que De Koning Quick-Step ne soit pas présente sur cette course. Ça, c'est un truc que je vois parfois, soit dans les deuxièmes années de mes carrières, même sur DB de départ, DB par défaut du jeu, ou alors même, ici sur une première année carrément en World DB, on a l'absence comme ça de la De Koning Quick-Step sur les Strade Bianche. C'est un petit peu chiant, disons-le, parce que quand on connaît le passé de cette équipe-là, regardez le palmarès des 10 dernières années, regardez les top 5 des dernières années sur les Strade Bianche, vous verrez du De Koning Quick-Step
presque tous les ans. J'exagère un peu, mais c'est pas loin de la vérité. Donc c'est un peu regrettable hein, de ne pas les avoir. Mais quand même, on a un beau plateau. Ce profil, on le connaît, c'est le profil DF Trek de 18, là, 2018 DF Trek. Et il est, pour moi, c'est le meilleur, il n'y a pas à transiger. Hein. Il y a même plus à rejouer avec l'ancien, celui par défaut, celui fourni par le jeu. Tellement celui-là est largement meilleur, je le préfère de manière flagrante. Arndt, Sutherland et Dance se sont cassés la gueule. Alors, il faut dire que les formes du jour n'étaient pas phénoménales pour ces trois-là. Mais regardez-moi ça. On va se retrouver en queue de groupe, hein, en peloton encore à une centaine de coureurs. Donc, on peut se dire, ça va, tu vas rentrer. Sauf qu'en fait, sur ce profil, et à cet endroit-là, il y a des relances qui sont assez importantes. Il y a des difficultés également qui le sont. Et du coup, il y a des cassures. Et ces cassures, puisqu'on arrive en plus à un moment où certains équipiers, enfin de nombreux mêmes équipiers, fatiguent et lâchent complètement le rythme des favoris. Ce qui fait qu'en fait, on va se retrouver très rapidement avec Arndt, Sutherland et Dance en moins. Alors vous voyez qu'à l'avant, j'essaie de me positionner correctement avec Tish Benoît. Ça lâche. On n'a que des gens qui commencent à lâcher progressivement, des petits groupes. C'est éparpillé, c'est tout à fait Strade Bianche dans l'esprit. Et puis on a bien compris que nos trois compères à l'arrière, là, voilà, on va tout de suite les ranger. Allez, on se gare sur le côté. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Et surtout, ils nous ont été d'aucun secours, malheureusement. Et il va falloir se débrouiller sans cela. Meurice, en équipier de Mathieu Van Der Poel, est là. Et attaque, d'ailleurs, de Van Der Poel. On a Dylan Teuns, qui également a tenté une offensive. Donc il faut être vigilant. Pauvre Nico Dens qui a rechuté. Sagan, Stuyven également sont de la partie. Nassen, donc il y a du très très costaud qui est parti là. Ils sont un peu partis sans que je réagisse dans un premier temps. Mais, et c'est là qu'on a toute la puissance du truc. Ouais, j'ai emmené Jay Hindley quand même. Exceptionnellement, j'ai pris Jay Hindley parce qu'en fait, dans son petit programme de course, après, il allait sur Tirreno. Donc c'est pour ça qu'il est présent sur Strade Bianche. Romain Bardet, en l'occurrence, je l'avais mis sur Paris-Nice. Donc je ne montrerai pas, hein, mais en tout cas, c'est pour ça que Romain Bardet n'est pas parti sur Strade Bianche pour cette année-là. Et donc, le beau boulot de Kragh Andersen est censé nous ramener Benoît. Voilà. Dans le groupe constitué maintenant des favoris et des rescapés de l'échappée matinale. Et donc, vite, projetons-nous à l'avant, parce que sinon, on va se remanger une cassure, parce que les rescapés de l'échappée sont probablement en train de lâcher ou pas loin de lâcher. Donc, allez, difficile de passer, hein, c'est très bien, j'adore. C'est pas mal modélisé, cette course est vraiment passionnante. Sur ce variant-là, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Allez, on se porte à l'avant. Attention, il y a également Alexander Kristoff. C'est un peu vallonné peut-être pour Kristoff, mais il est toujours présent. Il est toujours dangereux, le bougre. Méfions-nous de lui quand c'est très difficile. Il y a bon nombre d'exemples. Allez, c'est maintenant Jay Hindley qui est chargé d'emmener Tish Benoît de la meilleure des façons. On va essayer d'aller faire le bis repetita dans la carrière de Benoît, en tout cas fictivement dans cette carrière, et d'aller chercher une deuxième fois l'Estrade Bianche ici. Offensive de Tish Benoît suivi par Van Der Poel et Peter Sagan. Valverde est là, Nassen est là, Formolo est là. Attention, hein, c'est loin d'être facile. Et là, oh là 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 là, Van Der Poel nous a échappé. Il est parti comme une balle. Eh ben oui, à la Van Der Poel. Et derrière, surtout, personne ne souhaite rouler. Donc tout le monde s'est donc mis d'accord pour une victoire de Mathieu Van Der Poel sur ces Strade Bianche. Tout le monde. Bah écoutez, moi je suis pas vraiment enclin à accepter le truc sans rebeller. J'ai envie quand même de tenter quelque chose. Maintenant, on sent que ce sera difficile puisqu'on est au-delà des 45 secondes avec Van Der Poel et c'est maintenant, ici dans le Tolf, qu'il faut tenter quelque chose. Sans cela, ce sera complètement plié l'histoire. Donc, allez, Tish Benoît qui donne toute sa puissance, suivi par Valverde, suivi par Nassen, avec Stuyven pas loin. Sagan est également présent. Moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, si on ramène le groupe,
on va peut-être trouver ensuite des gens qui vont accepter de rouler, parce qu'on aura aidé à réduire l'écart dans un premier temps. C'est un peu ce qui se produit. Et là, il restait quelques gouttes d'énergie à Benoît pour sauter dans la roue de Van Der Poel. Et puis, oh bah tiens, et si on tentait le coup de partir et de laisser un petit peu tout le monde derrière, hein, voir un peu si on va rouler contre nous ou pas. Bon là, oui, en l'occurrence, tout le monde a tenté de nous reprendre. Ok, j'ai compris, ça va donc se jouer dans la montée de Sienne sur un petit peu moins d'1 kilomètre. Sur ce secteur pavé montant avec fort pourcentage que nous connaissons. On va, cette fois-ci, je considère que peut-être la bonne roue est peut-être celle de Valverde, qui s'est peu consommée, contrairement aux autres. Et on va tenter notre chance. Ici, voilà, on passe sous le kilomètre. On est dans la montée. C'est ici qu'il faut passer, parce qu'ensuite, c'est très difficile de se faire dépasser. La route est assez étroite. Et Tige Benoît va ici aller inscrire une deuxième fois son nom au palmarès des Strade Bianche. J'aime bien cette course. Je trouve qu'elle n'était pas forcément évidente à prendre. On a dû certainement avoir un Van Der Poel en forme mitigée. Cela dit, on a gagné avec Benoît à forme 0, donc il n'y a pas non plus de quoi s'excuser. Et Van Der Poel ne devait pas avoir une forme phénoménale, sinon je pense qu'il serait parti. Il était parti, mais sinon il aurait maintenu cette avance, il serait allé tout seul jusqu'au bout, probablement. En tout cas, allez, on a donc passé Paris-Nice, c'était pas l'objet, et Tirreno. Hein, je garde mes coureurs de tour dont je vous ai parlé en début, Bardet et Hindley. Eux, on les verra sur les grands tours. Je fais ce choix dans cette partie, je veux avancer différemment de ce que je fais dans d'autres carrières. Donc on part directement sur Milano-San Remo avec toujours la même histoire ici. Milan-San Remo est un endroit du jeu sur Pro Cycling Manager depuis quelques années où on a des possibilités. On peut essayer de s'imposer. On sait comment. Hein, on a tous compris qu'il y avait une forme de martingale un peu qui consistait à emmener très très sévèrement dans le Poggio et quitte à avoir subi un peu dans la Cipressa auparavant, hein, parce que dans la Cipressa ça roule très très fort, on va le voir dans un instant. Et puis ensuite dans le Poggio avec notre équipe qui est quand même relativement forte. Hein. En tout cas, moi je suis assez dithyrambique sur la qualité de cette équipe sur les classiques. Je trouve que les équipiers sont vraiment hyper précieux. Tiens, Eikhoff par exemple et pas mal du tout. Arndt, Dens, Sutterlin, je prends tous les jours. Je les trouve très très bons. Le petit Arensman est drôlement intéressant. J'ai pas développé, je le ferai à d'autres moments, mais on a aussi dans l'équipe là qui sont pas aujourd'hui alignés sur Milan-San Remo. On a aussi quelques éléments hyper intéressants comme Marco Brenner. On a des coureurs à vrai potentiel, le petit Leknesund. On a Ilan Van Wilder qui est très très prometteur, qui peut faire de très belles choses, je pense, et donner bien du plaisir en jeu. Donc voilà, dans la Cipressa, ça monte très très vite. Vraiment les plus forts sont présents. Hein. Là, on se cache pas. Il y a un bémol par rapport à la présence des cadors du peloton. C'est la blessure assez tôt dans la saison de Julien Alaphilippe qui, je vous le confirme, ne reviendra pas avant le Giro. Donc bon, je ne sais pas s'il ira sur le Giro, mais ce que je sais, c'est qu'il a une blessure dont le retour est prévu pour le mois de mai. Donc il s'est fissuré assez gravement. Donc il n'y aura pas de Julien Alaphilippe, mais par contre Van Aert est là, Van Der Poel, Sagan et compagnie. Là, tout le monde est là. Allez, c'est le petit train dont je vous parlais après avoir subi un petit peu dans la Cipressa. On est en approche du Poggio et on va monter comme ça assez durement. Ici, c'est Arndt qui fait un très très gros effort. Ensuite, c'est Nico Dens qui aura, avec une très très belle forme du jour, la charge d'emmener Kragh Andersen qui ensuite devra libérer Benoît. Je n'ai absolument pas les moyens, ici Kesbol était blessé, je n'ai absolument pas les moyens de jouer ce Milan-San Remo au sprint, c'est absolument hors de propos. Du coup, allez, l'accélération a bien fonctionné ici, Nico Dens a libéré Kragh Andersen qui ensuite libère Benoît à la cabine téléphonique et on va essayer de faire la descente à blinde. Attention, 69 en descente,
de Benoît. C'est un peu moisi. J'imagine que c'est parce qu'il s'est mangé une chute sur le dernier Tour de France. Alors du coup, dans ce cas-là, Remco Evenepoel va se retrouver avec 55 en descente. Là, je trouve quand même, par contre, on est sur des zones d'abus absolu, mais voilà, j'en parlerai pas plus. Calmejean emmène la poursuite, mais ce n'est pas Calmejean qui va terminer deuxième derrière Benoît. Ce sont réellement des sprinters qui vont en dernier lieu, voilà, hop là, venir. On voit Sam Bennett, on voit Matteo Trentin. Arnaud Démare était également présent dans le top 5. Wout van Aert a sprinté aussi. Et Johan Garcia Cortina, petit coucou. Mais en tout cas, voilà, Tiesj Benoît s'impose un peu comme à la parade. Victoire dont il n'y a pas... il n'y a vraiment pas de quoi en faire un plat. On va vite passer à la suite. C'était du grand classique. C'était pas du tout exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose. Je préfère 10 000 fois l'Estrade Bianche précédente, qui, elle, était... il y avait une vraie course, il y avait un vrai mouvement global. Et même, à la limite, je préfère ce qui va se passer sur le GP de l'E3 ou sur Gand-Wevelgem que ce qui vient de se passer sur Milan-San Remo. Mais en même temps, c'est Milan-San Remo. Je ne vais pas simuler Milan-San Remo, ce serait débile. Et puis, je ne vais pas non plus jouer battu. Juste, pourquoi ? Pour faire plaisir à quoi ? À qui ? Je n'en sais absolument rien. Donc on le prend parce qu'il faut le prendre. Point. E3, Saxo Bank Classique. Attends, on a encore changé de nom. Avant c'était le Big Bank Classique. Après voilà, on est tout le temps en train de changer de nom là-dessus. Les banques aiment bien associer leur nom. Et comme ça fait des pépettes pour les organisateurs. On les comprend, il y a besoin d'argent en ces mauvais temps de crise. Là, c'était pas un passage au mur de Grammont, c'était juste le Gerhardsbergen. Là, donc quand on ne prend pas le mur et qu'on passe en abord du mur, aux abords du mur. On a ici un GP de l'E3 sur lequel nos formes du jour ne permettent pas d'espérer énorme. J'ai eu Benoît qui s'est pris plusieurs blessures dans ce début de saison, petit rhume par-ci, petite maladie par-là. On n'est pas en condition optimale, loin s'en faut. Alors, il est encore un peu blessé ici, du coup les conditions sont difficiles. Ce qui peut-être plaiderait en faveur de Søren Kragh Andersen. À voir un petit peu la manière dont les choses peuvent se passer tout de même, parce qu'après ça peut être une histoire d'opportunité dans le final, on ne sait pas trop. Il suffit parfois d'avoir la bonne roue, de suivre le bon favori, et puis on se retrouve tout de même au bon endroit, au bon moment. Donc rien n'est abandonné, mais a priori il faut plutôt jouer là, tant que Benoît est blessé. Il faut plutôt jouer pour Kragh Andersen. Ça m'a retardé le pic en fait, c'est dommage. Je voulais l'avoir au GPE3 et toutes ces petites blessures vont me le retarder. Je ne l'aurai que après Gand-Wevelgem, ce qui fait qu'il y a des jours qui sont gâchés en fait, avant le Tour des Flandres, parce que si c'est pour l'avoir au Tour des Flandres, le pic, bah alors à ce moment-là autant l'avoir le matin du Tour des Flandres ou à la limite la veille, mais pas 5 jours avant. Vous voyez ce que je veux dire. Et bon, ça c'est les aléas d'une saison. On ne maîtrise pas les blessures. Et les choses donc sont un peu remises en question par rapport aux calculs initiaux. Quelque part, ça aussi c'est sympa, parce que comme ça on nous rend pas la partie spécialement facile, et il faut se débrouiller, s'adapter. Allez, Kragh Andersen n'est pas si mal que ça. Benoît n'est pas mal non plus. Lutsenko, Colbrelli, attention devant, c'est un joli groupe qu'on a là, mais ils n'ont pas beaucoup d'avance sur la trentaine d'hommes qui composent, ou quarantaine, parce que ça recolle au début de la difficulté, mais après ça va vite. Sur la relance, ça va vite se réduire. C'est un peu toujours pareil, ça fait un peu l'accordéon sur ces monts pavés qui sont enchaînés les uns derrière les autres. Vieux Quarmont, et oui, le vieux Quarmont, écoutez, là, il n'y a pas de question à se poser, il faut essayer de se porter le plus à l'avant possible. Attention, il y a quelques coureurs qui sont déjà partis devant. On aperçoit Jesper Stuyven notamment, qui s'est fait la malle, et ça, c'est pas très bon pour nous, parce que si le groupe à l'avant se reconstitue, on va être dans la panade. Alors, bon, évidemment, les échappés ont lâché. En plus, il y a une mini cassure là, subie par Kragh Andersen. C'est pas Asgren qui risque de nous ramener. Il a l'air un peu en difficulté. Peut-être Nils Politt, mais non. Il est dans le groupe de Benoît. Ça va, ça s'est reconstitué. Attention, Garcia Cortina, qui a de belles notes, je l'avais dit en introduction, et qui peut être un candidat à la victoire là-dessus, honnêtement. Attention à Bettiol, qui est aussi un candidat parmi les possibles là-dessus. Jesper Stuyven
est seul à l'avant, la poursuite est lancée, et quelque part, je me dis, ouais, à un moment donné, vu les différences de barre entre Craig Anderson et Tish Benoît, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux jouer le coup quand même pour Benoît, même s'il était blessé, et qu'il y avait peut-être un peu plus de chance avec lui. Donc j'ai quand même fini par faire travailler Craig Anderson, tout en le préservant un peu. Vous voyez, si par exemple je roule avec Benoît tout de même, avec Craig Anderson dans la roue, allez, il n'y a plus que Stuyven seul à l'avant, qui résiste bien, mais c'est normal. C'est Stuyven, on sait à quel point il est fort. On peut prendre des roues, choisir comme ça qui l'on suit. Alors moi je pense que Polite est une roue à prendre, très clairement. À voir ensuite. J'ai pris avec Craig Anderson celle de Ivan Garcia Cortina. Et ça se passe plutôt pas si mal par rapport à la prévision, puisque Christophe a accompagné, Stuyven a suivi. Il y a peut-être une cassure irrémédiable ici. À voir comment le groupe de derrière va réagir. On apercevait Bob Youngel furtivement. Là, c'est Nils Pollitt qui fait un énorme effort pour rentrer, avec Bettiol et Benoît. Ils sont rentrés, groupe de 8 coureurs à l'avant. Et en plus, Pollitt contre-attaque. Ce qui fait que Craig Anderson est un peu marron dans le groupe de Stuyven qui ne roulera plus, Christophe qui doit être un peu fatigué, et finalement Garcia Cortina qui roule. Youngel, s'il ne reste plus énorme à ce stade-là, Nassen par contre, ça peut encore le faire. Donc est-ce que quelqu'un va réussir à perturber les trois hommes de tête, Benoît, Pollitt, Bettiol? Arrivée très indécise, voilà, c'est enterré probablement. C'est enterré, ça va se jouer aux 5 bornes à 30 secondes presque. Ça va se jouer entre ces trois hommes-là, puisque derrière, ils sont en train de lâcher. Donc, bon, alors là, par contre, on ralentit. On ralentit, on tente un coup. On tente un coup. Sur la barre restante, on va tenter un coup. Je suis sorti en sprint, mais je préfère y aller après en effort très intense, mais pas au sprint, par peur de me faire croquer. Il y a quelqu'un qui revient très vite. Regardez-moi ça, ça va être incroyable. Et malgré tout l'anti-jeu dont j'ai pu faire preuve, vous l'avez vu, je me suis décalé pour essayer d'empêcher de passer Nils Pollitt. Malgré tout ce mauvais esprit dont j'ai fait preuve, en fait, il a réussi à passer, le Nils. Et il s'impose au finish de pas grand-chose sur Tish Benoît qui, sur un malentendu, a failli prendre le GP3. Voilà, elle était amusante, je trouve, celle-ci. Et puis bon, voilà, c'est vrai que normalement, allez, hein, tu te dévites ta ligne comme ça, t'es déclassé, mon gros. Hein. Mais bon, il fallait bien s'amuser. Tiens, ce serait amusant que le jeu, un jour, nous propose le déclassement quand tu fais n'importe quoi sur ta ligne de sprint. Ce serait quand même pas banal d'arriver à faire un truc pareil, mais je pense pas qu'on puisse en arriver là. Nous ne sommes pas dans Football Manager. Alors, Gant-Wevel Game. Là, écoutez, on est toujours sur le rhume, là. Je commence à en avoir marre de ce rhume. Il y a toujours un truc qui traîne. Du coup, je pars a priori sur le même esprit. Hein. C'est jouer le coup pour Craig Anderson, même s'il est à -1, mais on sait jamais, en fait. On sait jamais. Il y a peut-être des mecs qui sont pas non plus sous pic de forme. Certains des tout meilleurs ne sont pas présents. On peut d'ailleurs se demander pourquoi. Et donc, à partir de là, on va jouer notre coup. On arrive près de la zone, vers le milieu de la course. En tout cas, oui, là, on est au milieu environ de la course, mais on rentre dans un passage un peu vallonné, voire même très pentu par endroits, avec un petit mont pavé après qu'on abordera, le Kemmelberg, qu'on est censé passer 2 fois. C'est pas exactement le même Gant-Wevel Game que celui que je vous avais proposé, on va dire un certain nombre de fois avec l'Autosoudal, avec Movistar, y compris même avec Trek. Voilà, vous voyez une petite différence ici sur le passage au Monteberg. Voilà, il y a une petite variante. On sait qu'il y a des générations aléatoires de variants en fait qui se font quand vous créez une partie sur World DB21 par exemple. Et pourquoi pas quoi, c'est super, ça propose des petites alternatives. Et le joueur n'est pas forcément obligé d'installer des variants manuellement, ce qui peut aussi accepter le truc qu'on lui a balancé aléatoirement, ce que je trouve vraiment pas idiot du tout. On essaie de rouler très fort. Arndt, Sutterlin roule très très fort à l'approche d'un dernier passage au Baneberg qui va nous intéresser.
sur lequel on va en tout cas essayer de muscler la course. Vous voyez, 50 personnes dans le peloton maintenant. C'est pas mal. Nico Dens fait un gros boulot. Arensman aura aussi bien contribué. Et Kragh Andersen et Benoît se retrouvent donc en très bonne posture dans un groupe relativement réduit après le dernier passage difficile du jour. Maintenant, tout ce qui reste, c'est à maintenir un gros rythme. Dens, gros Nico Dens. Hein. À plus 5, ça en fait un monstre. Un équipier vraiment très très fort. D'ailleurs, c'est marrant, Nico Dens gagnera, j'espère que je ne confonds pas avec Arndt, mais il y en a un des deux qui, un petit peu plus tard dans la saison, gagnera en simulation le Brabantse Pijl. J'étais assez surpris de voir le résultat simulé, mais pourquoi pas. Donc en plus c'est cool, ça leur donne le moral. Allez, attaque de Benoît. Ici, dans le final, on essaie de rejoindre Oliver Nassen qui avait fait une tentative de départ. Ouais, en fait, quand j'attaque ici avec Benoît, c'est parce que derrière, je poursuis un projet avec Kragh Andersen. Hein, sinon, je ferais attaquer Kragh Andersen en premier si je voulais jouer le coup avec Benoît. Après, il se trouve que la contre-attaque de Kragh Andersen, elle a été induite par la roue qu'il tenait, c'est-à-dire Garcia Cortina, qui était une bonne roue. Et regardez, ces 4 hommes-là, ils ont une vraie chance d'y aller. Bettiol fait encore partie du groupe de gens qui vont terminer et qui vont peut-être se partager. Ici, la victoire, je lance peut-être d'un peu trop loin, regardez. Cortina est court, par contre, Tennyson ne l'est pas. Et Tennyson va s'imposer relativement facilement au sein de ce groupe. Caleb Ewan sera revenu un petit peu trop tard, tout comme Arnaud Desmar, Elia Viviani ou Alexander Christophe. Davide Ballerini, très intéressant sur cette database. Ça en fait un candidat à la victoire sur un bon nombre de courses. J'ai vu du très bon Ballerini ici et là. Donc, intéressant. Ce coureur est très intéressant. Et c'est vrai d'ailleurs qu'il est à considérer. Pendant ce temps-là, donc, je vous avais parlé des petites simus que je fais. C'est quand même appréciable parce que Bardet a pris une étape sur Paris-Nice et une étape en Catalogne. Chose déjà qu'il n'était pas obligé de faire. Donc c'est plutôt un bon passage de saison, un bon début de saison pour Bardet en simu. Et là, il est en train de constituer son deuxième pic pour le Giro. Au moment d'aborder l'avant-dernière course que je vous propose, mais pas n'importe laquelle, c'est un Tour des Flandres. Alors sur le Tour des Flandres, on a notre pic, par contre. On a notre pic de forme. On va a priori jouer pour Benoît, mais si une opportunité se présente pour Kragh Andersen, je la prendrai sans état d'âme. Le moral est très haut. Le plus 3 est attendu pour Benoît, alors que seul un plus 2 est attendu pour Kragh Andersen. Van Aert, Van der Poel, Politt, Lampaert, tout le monde est là, Nassen et compagnie. Tiens, on aura la surprise de voir, en tout cas pour moi ça en a été une, pas pour vous si vous avez déjà joué sur cette database, mais de voir de nombreux moments où Peter Sagan se sacrifie pour Politt. Ça c'est quelque chose qui m'a limite choqué. Ça m'a limite choqué quand même, je pense pas qu'IRL Sagan se sacrifiera pour Nils Politt. Qui est un travail d'équipe éventuellement et qui est une tactique, je dirais, collective, ouais, pourquoi pas. Mais quand même, à ce point-là, c'est un peu gros. Bon, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. On arrive au mur de Grammont. Hein, là, pour le coup, c'est la même chose. Capelle-Mur, mais c'est pareil. On va passer comme sur Omloop et non pas comme ce qu'on avait vu juste avant sur GPE3 où on avait évité la partie difficile du mur de Grammont. Allez, on y va. On passe bien en tête. L'objectif n'est pas de faire une différence ici, l'objectif c'est de ne pas se faire de se prendre une cassure en fait parce qu'on serait mal positionné et on sait que dès la 10e ou 15e place on peut se faire bloquer sur le côté de manière un peu incompréhensible d'ailleurs et du coup bloqué sur le côté, tu prends une première cassure, peut-être tu peux avoir du mal à rentrer. Si ça roule devant, parce que l'IA est capable, elle est intelligente, est capable de rouler aussi quand elle voit qu'un favori est de larguer. Hein. Vous voyez, ça c'est Sagan dont je vous parlais précédemment qui roule. Fatalement, il roule pour Nils Politt. Il n'y a pas à tortiller. Toujours intéressant d'observer qui roule pour qui, parce que quand on a des équipes comme ça qui sont assez blindées de bons coureurs, de très bons coureurs même,
y a forcément des sacrifices qui sont faits par l'IA, donc si on arrive à les lire, ben on sait lequel après il va falloir surveiller dans le final. On évite de jouer le mauvais cheval. Allez, Vieux Quarmont, avant-dernier passage. On aura donc ici l'enchaînement avec le Paterberg. Benoît est bien. Dance n'est pas mal. En revanche, je suis un petit peu dégoûté. J'avais un peu perdu en route mon Krag Andersen. Donc j'espère qu'on va réussir à pas se faire lâcher. Si, c'est le cas. Ça a cassé. Attention, ne te consomme pas trop, Benoît. On va se reconstituer, heureusement, après, avant le passage au Koppenberg, vite se positionner à l'avant, sous peine de voir quelques favoris s'envoler, même si traditionnellement, il n'y a pas d'attaque très violente sur le Koppenberg. Mais vous voyez, par exemple, Stybar qui est déjà sorti. À la limite, Stybar est sorti trop tôt. Il est sorti de trop loin, je pense. Attention à la tactique de course aussi de AG2R Citroën. Qui est bien pourvu maintenant, puisqu'on est quand même avec Van Avermaet, Jongels et Nassen. On rigole moins là, hein. Nassen, c'est fini d'être tout seul, ou alors avec seulement Sylvain Dillier, par exemple, comme équipier principal. Non, là, il y a une équipe à 3 là, qui peut faire des ravages sur certains passages de Flandrienne. Van der Poel a tenté, déjà il a pas réussi à rester calme, il a tenté déjà de sortir pour essayer de remonter sur Stybar. En fait, il est beaucoup plus fort que Stybar à ce stade-là, puisqu'il l'a carrément déposé. Maintenant, Van der Poel est seul en tête de ce Tour des Flandres. Moi, je choisis plutôt la prudence, parce que il reste quand même encore plus d'une trentaine de bornes. Je me calque un peu plus sur la course de Wout van Aert, vous voyez. Van Aert, Stuyven me semble des gens à observer de très très près. Kreuzberg, maintenant, avec... Est-ce qu'on va avoir la possibilité de reprendre Stybar? Oui, bien sûr, parce que le pauvre est en défaillance. En revanche, est-ce qu'on va avoir aussi la possibilité de reprendre l'ami Van der Poel? Oui. Van der Poel s'est un petit peu calmé, je pense qu'il en garde un peu sous la semelle pour le final. Allez, Lampart a pris la roue de Van Aert qui a suivi l'attaque de Stuyven. Ça fait très mal tout ça. Ça fait très mal, mais je pense par expérience que c'est pas ici qu'il faut réagir. Je pense qu'il vaut mieux assurer un tempo correct en compagnie de Nassen. Il faut assurer un tempo correct. Tant pis, mais ces 3 hommes-là sont quand même très très dangereux, mais tant pis, laissez les uns et les autres rouler ou consommer leur force, tant qu'en plus on a un écart qui est relativement faible à la vingtaine, trentaine de secondes, et plutôt essayer de miser sur une belle performance dans le vieux Quarmont par la suite. Allons-y, donc. Est-ce qu'on va réussir à rentrer? C'est quand même pas évident parce qu'il n'y a pas non plus une barre énorme. On remarquera quand même que je me suis bouffé un +2 à la place du +3 prévisionnel. Donc, on n'a pas toujours de la chance, hein, c'est comme ça. Hein. Ça fait plaisir de voir que, comme ça, hein, tu prends ce que tu prends ce que tu as et tu fais le mieux possible. Allez, voilà. On va rentrer ici. Très bien. Très, très bien. Oups. Très bien, pas vraiment en fait, parce que ça accélère devant. Oh là 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 là, qui sont durs à suivre. Oh là là, que c'était très très difficile. Lampart a un peu suivi Stuyven, qui est sorti premier de ce vieux Quarmont là, avec même Van Aert un petit peu en difficulté. Alors c'est pour vous dire, si Van Aert est en difficulté, je vous laisse imaginer la tronche des autres. En l'occurrence, il y a 2 groupes qui sont devant l'ami Benoît. Van der Poel est lâché. Regardez, Benoît se retrouve donc, après le Paterberg, se retrouve solo. Il est en 5e position de la course, en fait. Devant, il y a un groupe Nassen-Van Aert qui aura bien du mal à rentrer sur les 2 de devant. Je pense que ça va avoir du mal à rentrer. Lampart, c'est fini, ne rentrera pas sur Stuyven, lequel Stuyven semble également en difficulté, mais doit être en train de tenir sur sa barre jaune, probablement. Et donc, en fait, sur cette fin de Tour des Flandres, on a assisté, en quelque sorte, à la version flandrienne de ce qu'on remarque parfois sur les étapes, vous savez, où ça arrive au sommet. C'est-à-dire que vous avez des types qui sont à intervalles réguliers et qui conservent ces écarts, parce qu'en fait, tout le monde est en défaillance. Et donc, défaillance contre défaillance, quelque part, Stuyven, avec son plus de 80 en pavé et en plaine, il se fait pas reprendre par Lampart. Et ni même d'ailleurs par le monstre Wout van Aert. Du coup,
cette 5e place, elle est un peu décevante en fait. Quand on voit, on se dit ah là là, dommage, mince. Je me souviens en plus avec Sunweb, j'avais réussi à gagner avec Benoît sur ma première saison. Je suis un peu déçu quand même de sortir de là comme ça, et en même temps, bah oui, bah, c'était beaucoup plus fort devant. Donc, pensons à la suite. Pensons à la suite, et puis c'est comme ça, on peut pas faire ce qu'on veut. En tout cas, voilà, moi ça fait 2-3 fois que je me fais prendre sur le Tour des Flandres. Je suis un petit peu déçu. Mais abordons Paris-Roubaix maintenant, avec bon, un peu toujours les mêmes. Hein. Pas exactement quand même, vous allez voir, je spoil rien. Pas exactement les mêmes, mais quand même l'essentiel est présent. On en reparlera. Allez, donc, qu'est-ce que nous réserve ce Paris-Roubaix? Ben déjà, des formes du jour phénoménales. On pointera sur le +4 de Kragh Andersen, qui peut s'avérer décisif, et sur le +5 de Benoît. Donc malheureux un jour sur le Tour des Flandres, heureux une semaine plus tard sur Paris-Roubaix. Est-ce que tout cela va nous permettre de se venger, entre guillemets, gentiment, de cette petite déconvenue sur le Tour des Flandres? Eh bien, écoutez, c'est tout l'enjeu de ce Paris-Roubaix qui, honnêtement, a été une très belle course. Je vous laisserai juger par vous-même, mais pour moi, ça l'a été. Il a été très beau, il a été peut-être, comment dirais-je, moins surprenant au niveau des attaques lointaines que d'autres l'ont pu l'être. Et puis la suite, donc, on va la découvrir maintenant. Réduction rapide, c'est ce qui va se produire. En fait, réduction assez rapide de notre contingent, voilà, avec Eekhoff qui a subi, je crois que c'était une crevaison, et qui va avoir du coup du mal à rentrer, tout comme Sutterlin. On n'est pas encore à Trouée d'Arambert, voilà, on approche de la Trouée d'Arambert, mais on n'y était pas encore, que déjà Sutterlin et Eekhoff étaient lâchés. Groupe de 37 dans la trouée, c'est pas beaucoup, hein. Être 37 à ce stade-là, ça augure d'une sacrée élimination. Il reste encore 100 bornes, quoi. Il reste encore 100 bornes. Donc, est-ce que Sutterlin et Eekhoff vont réussir à rentrer? Écoutez, j'aimerais pouvoir vous dire oui, mais regardez, c'est encore très difficile à boucher. Il y a des équipes devant qui roulent très très dur. Alors, on va péniblement en faire rentrer, voilà, un des deux, voire les deux. Mais finalement, pour quel résultat? C'est qu'en fait, ils sont morts quasiment. Rien que dans la poursuite, les mecs se sont épuisés. Donc, bon, que voulez-vous? Ça, c'est les aléas. Hein. Tu te perds des équipes. C'est un peu comme sur les Strade Bianche où tu perds 3 équipiers comme ça, bam, sur une chute, et puis il faut se débrouiller avec les autres, quoi. Là, ça y ressemblerait un peu. C'est dommage, en tout cas. Regardez comme ça élimine ici. Terrible. Terrible élimination, parce que ça roule, mais ça roule super, super fort. On est à 60 bornes de l'arrivée. Il y a déjà un groupe de favoris qui est mais hyper réduit. Il y a eu quelques menues offensives, mais pas aussi nombreuses, comme je le disais précédemment, que celles auxquelles on a déjà pu assister par le passé. Stuyven, et on a Sénéchal qui roule pour Lampart. Nils Politt est bel et bien présent. Et à ce stade-là, vous pouvez peut-être vous demander un truc que je me suis moi aussi demandé. C'est le Jumbo-Visma, là. C'est Van Aert? Non, c'est Tennyson. Et du coup, mais il est où Van Aert? Qu'est-ce qu'il fout? C'est pas possible. En fait, à ma grande surprise, après la course, je me suis rendu compte que Van Aert n'avait pas été aligné par l'IA. Il va aller sur le Giro. Bon, écoutez, on fera des commentaires plus tard. Concentré sur la course. Donc le leader chez Jumbo-Visma, c'est Tennyson, c'est pas Van Aert. Ça enlève quand même une épine du pied. Après, Sagan est là, Politt est là, Stuyven s'est fait la malle, décidément. Quelle santé, ce Jasper Stuyven, une semaine après son Tour des Flandres. Il est difficile à prendre. Et après, est-ce qu'il n'est pas parti de trop tôt? C'est toute l'histoire nous le dira. Hein. Je protège maintenant Benoît et son +5 quand même. J'aurais pas toujours +5 sur Paris-Roubaix, donc il y a peut-être quelque chose à tenter, quoi. Je protège avec Kragh Andersen. Christophe nous fait l'honneur de participer à la poursuite. C'est plutôt une bonne affaire. 37, 38 secondes, 36. Voilà, vous voyez, on tourne autour des 35-40 secondes avec l'homme de tête. Ah, c'est sorti.
c'est sorti là à l'instant, Lampart notamment, du coup ça oblige la Boransgrø à réagir. Christophe est sorti avec Lampart, objectif Stuyven pour ces deux-là. Et moi, je commence un peu à flipper parce qu'il ne s'agirait pas d'avoir laissé partir le bon coup et se retrouver ensuite avec une Bora qui s'arrête de rouler parce qu'elle considère que le coup est perdu. C'est ce qui arrive parfois en fait. Donc Ravito signé Krag Andersen, et là je pense qu'il faut y aller. Là il faut pas transiger. On va demander à Krag Andersen de rouler assez fort, mais pas trop pour pouvoir durer. Hein, parce que si je le consomme trop vite, le gap sera trop difficile à combler ensuite avec Benoît. Donc si je veux profiter à fond de la forme de Benoît et donc de ses qualités, on va dire, très bon rouleur, pas mal sur pavé, une vraie endurance, une bonne résistance à l'effort. Le sprint est pas dégueu, mais il faut pas miser là-dessus. Donc les possibilités quand même, elles sont assez réduites sur Paris-Roubaix. Donc Krag Andersen a donné tout ce qu'il pouvait. Je pense que c'est le moment d'y aller. Faut pas hésiter. Il faut pas hésiter parce que si on commence à rouler, on va emmener les autres et ce sera à l'arrivée, on va se le prendre en négatif, quoi. Donc là, on va reprendre Yves Lampart qui a craqué. Objectif Stuyven juste devant. Objectif Stuyven, on rentre ici dans le carrefour de l'arbre. Allez, c'est ici que Paris-Roubaix se joue. C'est là qu'on a envie de voir les choses. Nassen est en poursuite. Benoît tient un très très bon rythme pour essayer de reprendre Stuyven qui a entre-temps été lâché par Alexander Christophe qui s'envolerait peut-être vers la victoire. En tout cas, allez ici, voilà, moi je vais reprendre Stuyven et on aperçoit pas si loin que ça Alexander Christophe. Donc ça mérite de faire l'effort. L'effort, on va se caler dans la roue de Christophe. L'écart avec Stuyven ne peut que aller grandissant. Je vais lui prendre un relais à Christophe parce qu'il ne s'agit surtout pas qu'on se fasse reprendre. J'ai envie de jouer le coup en 1 contre 1. Je veux jouer en 1 contre 1, donc on va prendre un gros relais, voire même s'il lâche, il lâche. Mais je me dis gros relais, comme ça on empêche Stuyven, on empêche Lampart et on est de rentrer et on est juste considéré par éventuellement concerné par un retour éventuellement du groupe Nassen, mais pas davantage. Voilà, le groupe Nassen avec Garcia Cortina, avec quelques bons coureurs. Donc je collabore beaucoup, mais avec quand même de moins en moins d'intensité, avec l'ami Christophe qui lâche. Il lâche Christophe. Et là on se dit, ouf, gère à 65, là, tu vas au bout à 65. Et là, Christophe, sur un sursaut, reprend Benoît. Aïe. Moi qui pensais que c'était bon, on s'envolait vers la victoire, pas du tout. 36 secondes, 35, 25, pardon, 22. Oh là là, mais ce serait en train de revenir, en fait. Vingtaine de secondes, les hommes derrière roulent comme des fous. Benoît, Christophe ne semble pas très bien, faut quand même l'avouer. Et derrière, c'est rentré, c'est pas possible. Nassen est rentré, tout le monde est rentré. Et donc je me dis, allez là maintenant, c'est là. J'avais économisé de la barre, c'est pour maintenant ta barre. Et Christophe sera un peu court, logique. Et c'est donc Tige Benoît qui s'impose sur Paris-Roubaix. Alors si on m'avait dit à l'avance, tu gagneras pas le Tour des Flandres, par contre, en échange, tu auras Paris-Roubaix. Putain, mais j'aurais signé des 2 mains et des 2 pieds, en fait. Tellement c'est inespéré de gagner sur Paris-Roubaix. Donc, voilà. Beaucoup d'émotions pour moi sur ce cours, je vous avoue. Peut-être c'est ma plus belle victoire sur PCM 2021. Il aura fallu le temps de 9 mois de jeu pour avoir la plus belle. Puis parce que si c'est pas avec n'importe qui. Allez, les blessures, parce que pourquoi Gilbert n'était pas là, il était blessé. Van Aert, je vous le montrerai dans un instant. Et on pourrait se demander également où était MVDP. En fait, Mathieu Van Der Poel, oui, quand on remonte les blessures, Van Der Poel se préparait pour les Ardennaises. Il n'a donc pas été sur Roubaix. Et pour ce qui est de Van Aert, Van Aert n'était donc tout simplement qu'en préparation du Giro. Je sais, ça choque. Ça paraît invraisemblable, un truc pareil, mais c'est comme ça. Donc, le bilan des objectifs, c'est plutôt bon. On a des possibilités pour la suite, mais surtout, on va aborder les Ardennaises. Je vous proposerai ça dans un futur épisode. Ardennaises, ainsi que début de Giro avec l'ami Romain Bardet. Voilà.
Et en attendant, je pense les blessures de mes pauvres types qui sont à l'infirmerie. J'ai dû déjà refaire ma planification quelques fois avec les absences, notamment Michael Storer, c'est dommage. Niven Huyes va revenir, mais Casebolt, je voulais l'emmener sur le Giro, ce sera pas possible. Voilà, il y a des petites choses comme ça, des petits ajustements. C'est comme ça. Donc Amstel, Flèche, Liège au prochain épisode, ainsi que le début du Giro, qu'on terminera sur un épisode 3 et on jouera le variant de Stylus, auquel j'ai voulu essayer de me confronter, qui n'est pas vraiment à l'avantage de Romain Bardet, avec les présences de contre-la-montre, mais on fera avec, on se débrouillera. A plus.